Le 17 avril 1945, c'est la date de la chute finale. Un petit camp sinistre perdu au nord de l'Allemagne. La libération n'a eu lieu qu'il y a quelques jours. Les forces britanniques ont enfoncé les lignes. Elles ont atteint le cœur même de la tyrannie nazie. On entend le bruit des camions militaires, l'odeur de la fumée sature l'air. Parmi les captifs, une femme se détache du groupe. Sa beauté est frappante, mais ce visage angélique masquait une cruauté indicible. Irma Grez. Autrefois, on l'appelait la Bête Belle. Aujourd'hui, elle se tient au bord du gouffre. Ses derniers instants de liberté s'écoulent. À première vue, une jeune fille ordinaire, mais en réalité, l'une des tortionnaires les plus redoutées du régime. Le temps joue contre elle. Dans quelques jours seulement, elle fera face aux conséquences. Le tribunal l'attend. Elle devra répondre des innombrables vies qu'elle a détruites, de la souffrance brute qu'elle a infligée, des vies qu'elle a prises sans le moindre remords. À l'image, elle garde la tête haute, défiant ses geôliers. Comment une femme si jeune, à l'apparence si innocente, a-t-elle pu devenir l'une des criminels de guerre les plus notoires de l'histoire? L'apparence était trompeuse. Mais les faits, eux, ne mentaient pas. Pour comprendre cette transformation, il faut quitter les ruines de 45. Il faut plonger dans l'obscurité de son passé. Octobre 1923. Une jeune fille vient de naître. Octobre 1923. C'est la date inscrite sur l'acte de naissance à Recken, en Allemagne. Pourquoi Alfred Grez a-t-il interdit à ses enfants de rejoindre la jeunesse hitlérienne? Il méprisait le parti. Il haïssait leur ascension. Mais sa résistance individuelle était inutile face à la vague brune qui submergeait le pays. Irma était la troisième de 5 enfants. Elle a grandi dans une atmosphère étouffante. Son père était un homme strict, dominateur, obsédé par l'ordre. Il refusait de plier face à la pression incessante de l'État nazi. Mais le poison de l'idéologie ne s'arrêtait pas aux portes de la maison. Il s'infiltrait partout. Il contaminait la société allemande et il allait bientôt atteindre Irma d'une manière totalement imprévisible. Sa mère tentait de maintenir un semblant de foyer. C'était une femme calme, effacée, presque invisible. Mais en 1936, tout a basculé. Irma avait seulement 13 ans. Sa mère a découvert les infidélités répétées de son mari. Le poids émotionnel était trop lourd. Elle n'a pas cherché d'aide, elle a simplement mis fin à ses jours. À l'image, une maison plongée dans un silence de mort. Ce suicide a marqué le début de la métamorphose d'Irma. La réaction de son père ne fut pas la tristesse, mais la brutalité. La discipline a changé de visage. Ses poings sont devenus son seul moyen de communication. Irma et ses frères et sœurs subissaient des crises de violence soudaines. Elle encaissait les coups. La douleur physique se mélangeait à la confusion mentale. Son monde est devenu un chaudron de ressentiment. Elle s'est retirée en elle-même. Elle n'était plus qu'une coquille vide. À l'école, la situation a empiré. Les autres élèves sentaient ta faiblesse. Le harcèlement était impitoyable. Ses notes se sont effondrées. À 14 ans, elle a pris une décision radicale. Elle a abandonné l'école. Son avenir semblait tracé. L'échec. Elle a passé les années suivantes à errer. Elle changeait de travail comme de chemise. Une brève période dans une ferme, puis un poste dans un magasin de détail. Rien ne durait. Elle ne fuyait pas seulement le travail, elle fuyait un sentiment profond d'inadéquation. Sur son visage, on ne lisait aucune émotion. Mais sous la surface, la rage bouillonnait. Elle n'était pas juste perdue, elle était malléable, des forces bien plus grandes qu'elle s'apprêtait à la façonner. L'année 1942 a sonné le glas de son innocence. Irma a trouvé un poste au sanatorium de Hohenlychen. Elle a enfilé l'uniforme d'aide-soignante. À première vue, un établissement médical prestigieux pour soigner les corps. Mais en réalité, un centre d'expérimentation sadique au service du Reich. C'est ici qu'elle a rencontré le docteur Karl Gahr. Un nom qui fait froid dans le dos. Ce n'était pas un médecin, c'était un fervent nazi dont les expériences sur les êtres humains allaient devenir tristement célèbres. Irma n'est pas restée une simple observatrice. Elle n'a pas fui devant l'horreur, elle l'a embrassée. Elle a appris les méthodes tordues de la cruauté. Elle a assisté aux atrocités médicales. Elle a vu les chairs ouvertes et les cicatrices permanentes infligées aux victimes. Elle a participé. La caméra enregistre le changement dans son regard. La pitié a disparu. Son passage au sanatorium a marqué le point de non-retour. La jeune fille de Recken s'effaçait. Elle devenait quelque chose de méconnaissable, une machine de mort insensible, prête à torturer et à tuer en toute impunité. Une prédatrice venait de naître. 1942. C'est l'année où Irma a franchi les portes de l'enfer. Elle a intégré le camp de concentration de Ravensbrück.
Ce n'était pas un camp ordinaire, c'était le plus grand centre de détention exclusivement féminin du Reich. Une usine conçue pour briser les corps par le travail forcé et la torture. Pourquoi ce camp était-il si redoutable? Il devait rééduquer les femmes par la discipline. Mais la cruauté y a rapidement remplacé toute forme de logique. Irma a reçu son uniforme gris. Elle est devenue l'une des 150 surveillantes auxiliaires. Sa formation a commencé sous les ordres de Dorothea Banz. La consigne de la chef était claire, extraire le maximum de travail des détenus jusqu'à ce que mort s'ensuive. Irma a écouté chaque instruction, elle a observé les méthodes, elle a mémorisé les techniques de brutalité. À première vue, une simple gardienne en formation, mais en réalité, c'est un monstre en pleine éclosion. Le passé l'a rattrapé dans les couloirs de l'infirmerie. Le docteur Karl Gar, une figure de ses années d'infirmière, travaillait désormais ici. Mais il ne soignait plus personne, il menait des expériences. Sur les rapports d'époque, les détails sont cliniques. Les jambes des femmes étaient de brisées à coups de marteau. Les plaies ouvertes étaient volontairement infectées avec des bactéries et du verre brisé. On imagine le bruit sourd du métal contre l'os. Les cris résonnaient dans le bloc médical. Irma ne s'est pas enfuie. Elle restait là. Elle regardait les patientes hurler à l'agonie. Son indifférence initiale s'est transformée. Elle ne se contentait plus d'être témoin. Elle prenait plaisir au spectacle. Mais l'addiction ne faisait que commencer. Sa promotion au grade de surveillante a changé la donne. Elle tenait désormais le pouvoir absolu entre ses mains. Elle contrôlait qui mangeait, qui dormait et qui mourait. Cette domination est devenue une drogue. Sa cruauté s'est affinée jour après jour. Elle frappait les prisonnières sans aucune raison, juste pour entendre le son de l'impact. Les archives décrivent une arme spécifique, un fouet tressé. Irma ne s'en séparait jamais. Elle l'utilisait pour punir le moindre signe de faiblesse. La peur dans les yeux des détenus nourrissait son ego. Puis, elle a participé aux sélections, le moment critique où l'on trie les vivants et les morts, femmes, enfants, vieillards. Personne n'était à l'abri. Mais Irma avait ses propres critères. La jalousie dictait ses arrêts de mort. Elle scrutait les visages dans la file. Si une femme semblait plus attirante qu'elle, le sort était scellé. Irma l'envoyait directement à la chambre à gaz. Ce n'était plus de l'idéologie, c'était de la vanité pure. L'environnement du camp l'avait totalement absorbée. Elle n'était plus une simple exécutante. Elle était devenue l'incarnation physique de la terreur nazie. Mais la guerre continuait de faire rage. Le Troisième Reich commençait à vaciller sur ses bases. En mars 1943, l'ordre de transfert est tombé. Irma a quitté Ravensbrück. Sa destination était Auschwitz-Birkenau. L'horreur allait changer d'échelle. Auschwitz-Birkenau. C'est ici, au cœur de la plus grande usine de mort de l'histoire, qu'elle a gagné son surnom. La Bête. Irma Grese possédait un visage aux traits angéliques et des yeux bleus perçants. À première vue, une jeune femme innocente, mais en réalité, un monstre au sang-froid. Les survivants ont décrit ce contraste terrifiant, une beauté physique indéniable qui masquait une noirceur totale. Mais pour ses victimes, cette beauté n'existait pas. Il n'y avait que la terreur. Pourquoi cette gardienne était-elle si redoutée? Elle avait le pouvoir de vie et de mort, et elle l'utilisait avec une joie perverse. Chaque jour, Irma se tenait sur la rampe de sélection. Les trains déversaient des milliers de nouveaux prisonniers. Sur les images d'archives, on distingue sa silhouette, bottes noires, fouet à la main, posture rigide. Elle scannait la foule. Son regard ne cherchait pas les faibles, mais les femmes attirantes. C'était une jalousie mortelle. D'un simple signe de tête, elle envoyait ses rivales potentielles directement aux chambres à gaz. Elle le faisait avec un sourire glacial. Mais la mort rapide était presque une faveur. Pour celles qui restaient en vie, le calvaire ne faisait que commencer. Irma prenait plaisir à tourmenter les femmes sous ses ordres. Elle imposait des tâches inutiles et épuisantes, porter des pierres lourdes d'un point à un autre, rester debout pendant des heures sous la pluie ou la neige. Les températures étaient glaciales, les corps étaient fragiles. Si une prisonnière trébuchait, la sanction était immédiate. Irma frappait jusqu'à ce que la victime perde connaissance. La peur était constante. Le bruit de ses bottes sur le sol gelé suffisait à paralyser une baraque entière. Mais cela ne lui suffisait pas. Irma Grese avait une méthode encore plus sadique. Elle affamait délibérément ses chiens pendant plusieurs jours. Quand la faim des bêtes devenait insupportable, elle les lâchait sur les prisonniers. On entend encore dans les témoignages les cris des victimes et les aboiements furieux. Les chiens déchiquetaient la chair. Irma restait là. Elle observait la scène avec une satisfaction visible. C'était le spectacle de sa puissance absolue. 1945.
La guerre touchait à sa fin. Les troupes soviétiques approchaient. L'ordre d'évacuation a été donné. C'était le début des marches de la mort. Des colonnes de prisonniers squelettiques avançaient dans la neige par des températures négatives. La règle était simple, celui qui tombe meurt. Irma marchait aux côtés des condamnés. Son pistolet ne restait pas dans son étui. Une balle dans la nuque pour chaque personne qui s'effondrait de fatigue. Le chemin était jonché de cadavres. Même dans ce chaos final, elle a trouvé de nouvelles façons d'infliger la douleur. Elle ordonnait aux prisonniers de se déshabiller complètement dans le froid mordant. Ensuite, les exercices commençaient. Debout, couché, debout. Elle les forçait à répéter ces mouvements impossibles jusqu'à ce que leur cœur lâche. Ce n'était plus de la discipline, c'était de l'extermination pure. Quand les armes se sont tues en mai 1945, le nom d'Irma Gress est devenu légendaire pour les mauvaises raisons. Son visage d'ange n'a trompé aucun juge. Les atrocités commises à Auschwitz et à Ravensbrück ont été exposées au grand jour. Elle reste dans l'histoire comme un symbole de la cruauté humaine sans limite. Le tribunal a rendu son verdict. Le 17 avril 1945. C'est la date où la fuite s'est arrêtée. 2 jours seulement après la libération du camp de Bergen-Belsen, les troupes britanniques ont encerclé Irma Gress. Elle n'a pas couru. Les soldats l'ont menottée et conduite à la prison de Lüneburg. C'est là, entre 4 murs de béton froid, que son procès pour crime de guerre allait commencer. Pourquoi a-t-elle participé au massacre de milliers de personnes? La réponse a glacé la salle d'audience. C'était un devoir. Elle a déclaré sans ciller qu'il fallait exterminer les éléments antisociaux pour assurer l'avenir de l'Allemagne. Aucune émotion dans la voix, aucun tremblement dans les mains. Celle que la presse surnommait la belle bête ne montrait pas de remords. Elle montrait de l'arrogance. Sur les images d'archives, on voit une jeune femme de 21 ans, la tête haute, ajustant sa coiffure impeccable. Alors que ses victimes gisaient dans la boue et que ses camarades fuyaient, elle restait de marbre. L'idéologie nazie n'était pas un simple uniforme pour elle, c'était devenu sa peau. Une croyance si totale qu'elle avait transformé une jeune fille de village en une machine à tuer calculatrice. Mais ce n'était que la surface. Pour comprendre le monstre, il faut quitter les barbelés d'Auschwitz et de Ravensbrück. Il faut remonter le temps. Direction un village allemand ordinaire des années plus tôt. C'est ici que la première fissure est apparue. À première vue, une maison rurale tranquille. Mais en réalité, une zone de guerre domestique. Le drame a commencé par un silence définitif. La mère d'Irma s'est suicidée. Irma a vu les conséquences. Elle a senti l'odeur de la mort dans sa propre maison. Mais le pire restait à venir. Son père n'a pas offert de consolation. Il a offert de la violence. La discipline paternelle était brutale. Les coups pleuvaient. Irma a appris une leçon simple et terrible. La force est la seule loi. Elle a compris que dans ce monde, il y a ceux qui frappent et ceux qui saignent. La disparition de sa mère l'avait privée de tout refuge émotionnel. Elle était seule face à la brutalité. C'était le terrain idéal pour le recrutement. Le régime nazi est arrivé avec une promesse, la puissance. Irma a cherché un nouveau foyer et le parti le lui a donné. La haine est devenue son carburant. Elle a grandi dans une société ivre de nationalisme. La caméra enregistre des rangées de jeunes femmes blondes, le bras tendu, le regard fanatique. Irma était le produit parfait de cette usine. Sa beauté n'était pas juste physique. Pour le Troisième Reich, ses traits ariens étaient un symbole de domination raciale. On lui a dit qu'elle était supérieure. On lui a dit qu'elle avait le droit de vie et de mort. Pour une jeune fille qui s'était sentie jetable et brisée par son père, c'était une drogue puissante. L'uniforme SS a remplacé la famille. Le fouet a remplacé la peur. Ce qui avait commencé comme un besoin d'appartenance s'est mué en une soif de destruction. L'enfant battu avait fini par prendre la place du bourreau. 22 ans. C'était l'âge du monstre au moment de sa chute. Mais avant cette fin brutale, une soif de contrôle insatiable s'était emparée d'elle. Tout a commencé au camp de concentration de Ravensbrück. Ce n'était pas un simple lieu de travail. C'était un centre de formation à la violence. Sous la direction stricte des superviseuses SS, Irma a observé. Elle a appris une leçon fondamentale. La mort et la souffrance ne devaient donc pas seulement être tolérées. Elles devaient être administrées. Avec froid, avec précision. Elle n'a pas simplement suivi les ordres. Elle a excellé. Sa progression dans la hiérarchie a été fulgurante. Sa jeunesse et sa beauté physique en faisaient la candidate parfaite pour l'idéologie du régime. La direction l'a promue. Destination: Auschwitz-Birkenau, l'un des plus grands centres d'extermination de l'histoire humaine. Là-bas, on lui a donné les clés du pouvoir absolu.
Elle avait le contrôle total sur le quartier des femmes. Irma a saisi cette opportunité à pleine main. Pourquoi Irma s'acharnait-elle avec une telle violence? Ce n'était pas par devoir, mais parce que la souffrance d'autrui nourrissait son propre ego. Les méthodes étaient barbares. Elle forçait les prisonnières à rester debout pendant des heures entières. Dans leurs mains, elle plaçait de lourdes pierres. Les muscles brûlaient, les bras tremblaient. Celles qui flanchaient recevaient une correction immédiate. Le fouet en cuir claquait, la peau se déchirait sous les impacts. Elle prenait un plaisir particulier à l'humiliation publique. Elle ordonnait aux femmes jugées indésirables de se déshabiller. Nues, exposées au froid et au regard, elle subissait les moqueries avant les coups. Mais ce n'était que le début. La torture physique a laissé place à la torture psychologique. Irma a transformé le camp en terrain de chasse personnelle. Elle traquait ses victimes. À l'image, une silhouette en uniforme qui arpente les allées boueuses. Elle scannait les rangs des détenus. Elle choisissait au hasard qui allait souffrir selon ses caprices du moment. Puis venaient les sélections pour les chambres à gaz. C'était son moment de gloire. Elle jubilait. D'un simple mouvement de tête, elle décidait de la vie ou de la mort. Son rôle de superviseuse sadique dépassait largement ses fonctions officielles. La mort était devenue une obsession tordue, un plaisir pervers. Irma incarnait l'idéologie nazie dans sa forme la plus pure. Elle n'était plus une simple gardienne. Elle était devenue un instrument de destruction redoutable. Sa violence a marqué les mémoires. Les survivants ont raconté la même scène. Irma, debout sur les quais de débarquement. Ses traits parfaits et ses yeux bleus éclatants ne laissaient rien paraître. Le monstre se cachait derrière un visage d'ange. Elle sélectionnait les victimes avec une désinvolture glaçante. Souvent, elle condamnait celles qui osaient la regarder en face. L'orgueil était puni par l'exécution immédiate. Ce pouvoir l'a enivré. Il a fini par définir son identité. À première vue, une jeune femme distinguée, mais en réalité, une partenaire privilégiée des pires criminels de guerre. Pendant que les prisonnières agonisaient, Irma soignait son réseau. Elle a noué des relations étroites avec les officiers nazis, notamment avec le docteur Joseph Mengele, l'ange de la mort. Ces liens ont renforcé sa position. Elle avait désormais ses entrées dans les cercles les plus élevés du camp. Mais sa cruauté ne visait pas uniquement les ennemis du régime. Son comportement envers ses collègues était tout aussi inquiétant. Elle organisait des jeux sadiques. Irma possédait des chiens personnels. Elle les affamait volontairement pour les rendre agressifs. Puis, elle les lâchait sur les prisonnières sans défense. On entendait les aboiements et les cris. Les animaux déchiquetaient les chairs. Ces scènes de carnage excitaient Irma. Elle regardait le sang couler pour satisfaire son besoin de domination. Même les officiers SS, pourtant habitués à la violence, connaissaient sa réputation de froideur calculée. Les événements se sont accélérés. Ce qui rendait Irma véritablement terrifiante, c'était sa constance. La guerre a tourné. En 1944, les forces soviétiques approchèrent d'Auschwitz. Le front de l'Est s'effondrait. Mais la cruauté d'Irma n'a pas faibli, au contraire. Alors que le monde nazi brûlait autour d'elle, elle continuait de superviser la mort avec une efficacité robotique. Elle a participé aux marches de la mort, les évacuations forcées. Des colonnes de femmes squelettiques marchèrent dans la neige. Le froid était brutal. Celles qui ne pouvaient plus avancer n'avaient aucune chance. Une balle dans la tête, Irma ne ressentait rien. Elle restait une croyante fanatique. Pour elle, la survie de l'Allemagne passait par l'élimination totale des faibles. Avril 1945. Les Britanniques ont libéré le camp de Bergen-Belsen. Les soldats ont découvert l'horreur absolue, des piles de cadavres en décomposition, des survivants qui ressemblèrent à des fantômes. Au milieu de ce décor apocalyptique, ils l'ont trouvé. Irma était là, toujours vêtue de son uniforme SS complet. Elle n'avait pas fui, elle ne montrait aucun regret. Son arrogance est restée intacte jusqu'à la mise au fer. Les menottes ont claqué. 22 ans. C'était l'âge du monstre assis dans le box des accusés. Pourquoi Irma Grese ne pleurait-elle pas? Ses avocats lui conseillaient l'humilité pour sauver sa tête. Mais l'accusée préférait l'arrogance et le mépris. Même captive, elle restait la belle bête. Elle était persuadée de son innocence. Lorsqu'on l'interrogeait sur ses actions, elle haussait les épaules. Le massacre de milliers de personnes n'était pour elle qu'une tâche administrative, une simple obligation de service. Son procès a débuté en l'an 1945. Ce n'était pas une simple audience, c'était une exposition de l'enfer. Les atrocités ont été déballées devant le monde entier. Survivant après survivant, les témoins se sont succédés à la barre. Ils ont raconté les coups de fouet.
Ils ont décrit les séances de torture gratuites, ils ont mimé les exécutions sommaires. Sur les visages des juges, on lisait le dégoût. Les preuves étaient accablantes. Il y avait les témoignages brisés des anciens détenus. Il y avait les registres du camp. Il y avait les montagnes de cadavres laissés dans son sillage. À première vue, une jeune femme ordinaire à la coiffure soignée. Mais en réalité, une machine à tuer totalement déconnectée. Face à ces preuves massives, Irma a maintenu sa ligne de défense. Elle avait simplement suivi les ordres. Sa voix était froide, ses réponses étaient courtes. Sur la pellicule, on voit un visage de marbre sans la moindre trace d'inquiétude. Elle semblait intouchable, protégée par son propre déni. Elle pensait échapper aux conséquences, mais le destin a frappé. Le 17 novembre 1945, le tribunal militaire britannique a tranché. La sentence est tombée, mort par pendaison. Irma Grese est entrée dans l'histoire judiciaire. À 22 ans, elle devenait la plus jeune femme exécutée par la loi britannique au XXe siècle. L'exécution a été fixée au 13 décembre 1945. Le bourreau s'appelait Albert Pierrepoint. C'était l'homme le plus expérimenté d'Angleterre. Il a préparé la corde, il a calculé la hauteur de chute, il n'y avait aucune place pour l'erreur. Dans ces derniers instants, Irma n'a montré aucune peur. Les gardes l'ont conduite vers l'échafaud. Ses mains étaient solidement liées derrière son dos. On entendait le bruit de ses pas sur le plancher de bois. Pierrepoint lui a demandé si elle avait un dernier mot. Elle n'a pas prié. Elle n'a pas demandé pardon. Elle a marmonné un ordre bref. Schnell. Vite. C'était une fin logique, une conclusion brutale pour une femme qui avait passé sa vie à infliger une violence froide aux plus faibles. Le levier a été actionné. La trappe s'est ouverte avec un fracas métallique. Irma Grese, la bête d'Auschwitz, a basculé dans le vide. Sa vie s'est éteinte en une fraction de seconde. Le médecin a constaté le décès. Le monde n'a pas porté le deuil. Personne n'a versé de larmes pour celle qui avait envoyé des milliers d'innocents à la mort. Dans la salle, on sentait une justice sombre, une satisfaction glaciale. Au moins un des monstres de la solution finale avait payé le prix fort. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée à la corde de Pierrepoint. Les actes d'Irma Grese restent gravés. L'idéologie tordue qu'elle incarnait n'a pas disparu avec elle. Elle sert de rappel brutal. Irma n'était pas seulement le produit de son époque, elle était la preuve du danger de la haine sans frein. Elle a montré qu'un monde civilisé peut basculer, où la cruauté devient une norme et où l'humain s'efface devant le pouvoir. Son dossier reste ouvert dans la mémoire collective, non pour la pleurer, mais pour comprendre la fragilité de la civilisation. Le corps a été décroché. Une seule question hante encore les mémoires. Irma Grese n'était-elle qu'un cas isolé ou le visage d'une multitude? Cette pensée glace le sang. Le monde doit pourtant regarder cette vérité en face. Il faut empêcher qu'un tel monstre ne reprenne vie sous une autre forme. La trappe s'est ouverte, la corde s'est tendue. L'exécution d'Irma a été rapide, brutale, définitive. Mais ce claquement sec n'a marqué que la fin de sa vie biologique. Le cauchemar, lui, ne s'est pas arrêté au pied de la potence. L'ampleur réelle de ses crimes a continué de résonner bien après que son corps a été détaché. Les cicatrices laissées sur les survivants ne pouvaient pas s'effacer aussi vite. Les années ont passé. Pourtant, son nom reste synonyme d'une cruauté absolue. Le débat divise encore les historiens aujourd'hui. Pourquoi est-elle devenue ainsi? On blâme souvent l'environnement ou l'endoctrinement de la jeunesse, mais l'explication est plus sombre. Était-elle une simple victime de la machine nazie? Une jeune fille transformée en tueuse par un système impitoyable? Ou bien portait-elle le mal en elle? Une noirceur capable de dépasser les ordres les plus vils du régime qu'elle servait? Même après le procès, les experts peinent à définir ce qui rendait Irma Grese si terrifiante. À première vue, une gardienne disciplinée, mais en réalité, une prédatrice insatiable. La tragédie est simple, on ne naît pas monstre, on le devient. La guerre a arraché l'humanité de milliers de soldats. Ils tuaient par devoir ou par peur. Mais Irma était différente, elle n'a pas perdu sa compassion. Elle l'a rejetée avec joie. Les faits rapportés par les survivants sont insoutenables. Ce n'était pas de l'obéissance, c'était du plaisir. Sur les images d'archives, on ne voit aucun remords. Son visage reste de marbre. Les témoins décrivent une scène récurrente. Irma ne se contentait pas de participer aux violences. Elle souriait, elle riait ouvertement en voyant le sang couler. Elle frappait les prisonniers non pas pour les punir, mais pour se divertir. L'idéologie n'était qu'un prétexte. Un sadisme profond avait fini par la consumer entièrement avant même sa condamnation. Elle ne suivait pas simplement les ordres, elle les devançait.
Elle cherchait activement chaque opportunité d'infliger la douleur, d'humilier les faibles, de briser les corps. Le mal n'était pas son métier, c'était sa nature. 22 ans. C'était l'âge du monstre au moment de sa pendaison. Pour Irma Grese, la guerre n'était pas une tragédie. C'était une scène de théâtre. Les camps de concentration sont devenus son terrain de jeu personnel. Elle ne se contentait pas d'humilier, elle détruisait. Elle ne cherchait pas simplement à tuer, elle voulait effacer toute trace d'humanité chez ses victimes. Pourquoi cette jeune femme est-elle devenue une telle sadique? Elle avait pourtant une famille. Elle avait été une enfant comme les autres. Mais l'absence de conscience morale a tout effacé. Le contexte de la guerre a joué un rôle, c'est certain. Le monde était brutal. La violence était quotidienne. Mais cela n'explique pas tout. Il y a eu un moment précis où Irma a eu le choix. Elle pouvait détourner le regard. Elle pouvait faire le minimum requis. Au lieu de cela, elle a plongé tête la première dans les ténèbres. C'est là que réside le véritable effroi. Irma Grese a choisi le mal. Ce n'était pas de la naïveté. Ce n'était pas de l'ignorance. Elle comprenait parfaitement la douleur qu'elle infligeait. D'autres gardiennes à Auschwitz avaient subi le même lavage de cerveau. La propagande nazie les avait toutes touchées. Pourtant, beaucoup hésitaient encore devant la violence extrême. Certaines avaient la main qui tremblait. Pas Irma. Elle prenait un plaisir physique à la cruauté. À l'image, on la voit marcher au milieu des prisonniers, le pas assuré. Elle n'était pas une victime des circonstances. Elle était une participante enthousiaste. Elle n'était pas un simple rouage de la machine de guerre nazie, elle était un agent actif de la mort. L'histoire a emporté des millions de personnes malgré elle. Mais Irma a utilisé son libre arbitre pour devenir l'une des figures les plus notoires de l'Holocauste. Son apparence jouait un rôle clé dans cette terreur. À première vue, un visage angélique et pur, mais en réalité, le masque parfait pour une tueuse impitoyable. Ses traits fins et sa jeunesse trompaient tout le monde au premier regard. C'était une illusion mortelle. Cette beauté est devenue son arme la plus redoutable. Les survivants se souviennent encore de ce contraste glaçant. D'un côté, une jeune femme soignée, élégante dans son uniforme, de l'autre, des actes de barbarie pure. Sa douceur apparente ne faisait qu'accentuer l'horreur. Elle était capable de sourire tendrement. Puis, la seconde suivante, elle envoyait une femme à la chambre à gaz, sans ciller, sans que son pouls ne s'accélère. Elle maintenait cette apparence de grâce tout en orchestrant des massacres. Sur les images d'archives, son regard est froid, presque vide. Son sentiment de supériorité était total. Elle méprisait les prisonnières. Mais ce n'était pas seulement politique, c'était personnel. Elle détestait leur vulnérabilité. Elle jalousait leur beauté passée. Les rapports sont formels. Irma sélectionnait ses victimes avec soin. Elle visait souvent les femmes les plus attirantes, celles qui lui rappelaient ses propres insécurités, celles qui réveillaient en elle une jalousie maladive. Sa cruauté naissait d'une rancune profonde. Elle voulait détruire ce qu'elle ne pouvait pas posséder. Elle voulait briser ce qu'elle ne pouvait pas dominer. Sa beauté était une malédiction pour les détenus, mais la situation a encore empiré. Sa violence ne s'arrêtait pas aux femmes, les hommes, les enfants, personne n'était à l'abri. Même les animaux devenaient des instruments de torture. On entend le bruit des aboiements furieux. Irma affamait ses chiens pendant des jours. Elle les rendait fous de faim. Ensuite, elle les lâchait sur les prisonniers. Elle restait là, immobile. Elle observait la scène avec une fascination morbide. Elle regardait les corps se faire déchiqueter par les crocs. C'était son spectacle favori. Puis est venu le temps des comptes. Le procès d'Irma Grese a attiré les caméras du monde entier. C'était un événement médiatique. Mais Irma se distinguait encore une fois des autres accusés. La plupart baissèrent la tête, la plupart tentaient de se faire oublier. Elle, non. Elle affichait une défiance absolue, aucun remords visible, aucune larme. Les survivants défilaient à la barre. Ils racontaient comment elle avait arraché leurs enfants. Ils décrivaient comment elle avait envoyé leur famille à la mort. Irma écoutait à peine. Elle semblait ennuyée. Quand le juge a demandé des explications, sa réponse a été mécanique. Elle a simplement dit qu'elle suivait les ordres. C'était le mensonge habituel des bourreaux, une tentative pathétique de justifier l'injustifiable. Mais personne dans la salle n'était dupe. Son âme avait été consumée par la haine bien avant de recevoir le moindre ordre. Le verdict est tombé comme un coup près.